Bonjour et bienvenue dans cette interview pour Essential News. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important, à savoir la sécurité des transfusions sanguines depuis le programme de vaccination contre le Covid. Alors, je suis avec Monsieur Georg Della Pietra de l'International Safe Blood Organization, qui est situé en Suisse. Bonjour Georg, merci de vous joindre à nous pour cette interview. Bonjour Santa de Peut, je suis ravi d'être ici, merci. Merci beaucoup Georg, vous êtes naturopathe de formation, vous dirigez plusieurs cliniques de santé naturelle depuis plus de 20 ans et vous avez une expérience spécifique dans le traitement des problèmes viraux et microbiens ainsi que dans les dommages causés par les vaccins. En 2020, avec l'arrivée de la pandémie et des injections d'ARN, vous avez immédiatement compris que quelque chose n'allait pas dans le sang des personnes vaccinées. Pouvez-vous nous dire ce qui a suscité vos inquiétudes ? Oui, il y avait en fait deux choses. La première, c'est que même si à l'époque j'avais déjà fermé mes cliniques et que je pensais théoriquement prendre ma retraite, cela ne s'est pas produit pour des raisons évidentes. Car lorsque j'ai vu pour la première fois le sang d'une personne vaccinée, soi-disant vaccinée contre la Covid, au microscope à fond noir, j'ai été en fait un peu terrifié. Car j'utilise la microscopie à fond noir comme outil de diagnostic depuis de nombreuses années, et c'est un très bon outil de diagnostic. Je pense que c'est très clair. Nous pouvons voir ce qui se passe dans le corps, dans tout le système en fait. Et d'après ce que j'ai vu, les jeunes vaccinés avec ces nouveaux vaccins dits à ARNM ressemblaient en fait à des patients atteints d'un cancer en phase terminale. C'est donc ce que j'ai constaté, c'était une chose. Leur état de santé général semblait horrible. Et pire encore, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Je veux dire, jusqu'à présent, nous ne savons pas ce que contiennent réellement ces vaccins. D'accord, nous savons qu'il y a de l'ARN messager et même des résidus d'ADN que nous avons récemment découverts, mais il y a aussi de l'oxyde de graphène et toutes sortes d'autres choses dont nous ne savons toujours pas, à ce jour, ce qu'elles sont réellement. Oui, la composition des vaccins est une question très préoccupante. Il était déjà difficile de la tester avant les vaccins contre la Covid. Je le sais parce que j'ai travaillé sur ce sujet avant la pandémie. Et la seule chose que nous pouvons dire, c'est que nous ne savons pas ce que contiennent les vaccins. Alors, quelle action avez-vous entreprise après avoir constaté que le sang des vaccinés était anormal ? À quoi cela vous a-t-il mené ? Eh bien, tout d'abord, je n'étais pas encore en mode panique, car je pensais que même lorsque ces soi-disant vaccins seraient mis sur le marché, personne ne serait obligé de les prendre, n'est-ce pas ? Je suis quelqu'un libre d'esprit. Je pense que chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Si quelqu'un est heureux de recevoir une injection non testée dans son corps, ce qui revient à participer à une étude sur le terrain, alors s'il est heureux, qu'il le fasse. Oui, je pense donc que personne n'était obligé de le faire. Mais il s'est avéré que ce n'était pas tout à fait le cas. Au début, j'étais un peu inquiet, car comme vous l'avez dit dans l'introduction, grâce à ma formation en naturopathie, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Tout ce qu'ils nous ont dit était faux. Cela n'avait aucun sens. Puis, lorsque les vaccins ont été mis en place, une certaine pression a été exercée sur de nombreuses personnes. J'ai personnellement connu des personnes qui ont perdu leur emploi, même dans le domaine médical, car tout le monde n'était pas vraiment obligé, mais fortement incité à se faire vacciner. Et puis, je ne sais pas, j'aurais peut-être dû devenir avocat parce que je veux toujours que tout le monde ait toutes les options possibles. Et si ce n'est pas le cas, alors tant pis. J'ai donc fondé Safe Blood pour deux raisons. La première est que je considère Safe Blood comme une organisation de défense des droits humains. Ce n'est même pas... C'est plus ou moins une coïncidence que nous nous concentrions sur les transfusions sanguines.
Mais en fait, quand j'ai découvert au début de l'année 2021 que le premier hôpital avait refusé à une patiente de lui donner son propre sang avant une opération, je me suis dit, c'est grave, c'est grave. Et puis, au même moment, nous avons découvert que, bien sûr, les résidus d'ARNM des vaccins et bien d'autres choses encore, non seulement restent dans le sang, mais vont aussi dans les organes et peuvent être transmises lors d'une transfusion sanguine. Et bien sûr, j'ai alors répondu, d'accord, c'est une question de libre arbitre. Si vous avez un accident ou si vous subissez une intervention chirurgicale, on ne vous laissera plus choisir votre donneur de sang. Beaucoup de gens ne sont toujours pas au courant de cela aujourd'hui. Ils m'appellent et me demandent « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je suis à l'hôpital et on ne me laisse pas choisir. » Nous le savons depuis 5 ans malheureusement, mais les gens ne s'y intéressent pas vraiment. Et je comprends cela, je ne suis moi-même pas quelqu'un de très prudent. On y pense qu'on est admis à l'hôpital, mais c'est un peu tard. Oui, oui, je m'en suis rendu compte par moi-même. Il m'a été impossible de recevoir une transfusion sanguine de mes enfants qui sont adultes dans un hôpital belge. Partout en Belgique, on me l'a refusé. Alors, quelle est la situation aujourd'hui, par exemple, en Suisse? Car nous sommes quand même 5 ans plus tard. Si je me souviens bien, vous aviez dit lors d'une précédente interview que nous avons diffusée en 2023 que la situation n'avait pas vraiment changé d'un point de vue juridique, mais que tout simplement dans la pratique, les hôpitaux ne l'acceptaient plus. Donc, quelle est la situation aujourd'hui et est-ce qu'il y a des alternatives? Malheureusement, non. C'est exactement la même chose. Je pensais vraiment qu'après 5 ans, cela ne devrait plus être un problème. Mais comme je cherche depuis des années, y compris en 2023, lorsque nous avons discuté, je cherche toujours une raison médicale pour laquelle les gens ne seraient plus autorisés à choisir leur donneur. Et il n'y a aucune raison médicale, il n'y en a jamais eu. Nous en savons beaucoup plus aujourd'hui, bien sûr, mais il n'y en a jamais eu. Donc, s'il n'y a pas de raison médicale, la question est, quelle est alors la raison? Il doit donc y avoir un agenda derrière tout ça. Et je suis devenu en quelque sorte un spécialiste. Bien sûr, je fais que cela depuis 5 ans, rien d'autre que de rechercher ces faits. Et nous savons maintenant qui est derrière tout cela, mais ce n'est peut-être pas le sujet de cette interview. Mais vous devez poser cette question, sinon vous allez devenir fou. Vous allez vous demander pourquoi tout le personnel médical du monde entier fait soudainement la même chose. Et vous l'avez dit, il n'y a pas de loi qui dit que vous ne pouvez pas choisir votre donneur de sang. Il n'y a pas de loi qui dit que vous ne pouvez pas donner votre sang. Il n'y a rien de tel. Il n'y a qu'une politique. Et tout a commencé quand... Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. L'autorité en Allemagne, en fait, qui donne toutes ces recommandations, a simplement recommandé aux hôpitaux de ne plus faire cela. Je veux dire, quel genre d'argument est-ce là? Si je peux me permettre d'intervenir, je pense que c'est sans doute le cas, comme vous dites, en Suisse, mais dans certains pays européens, il existe des lois qui l'interdisent. Donc, par exemple, en France, le don dirigé, c'est-à-dire le don d'une personne que vous connaissez à une autre, est tout simplement illégal puisque la loi impose l'anonymat de manière formelle. Donc, il existe des pays où une législation a été adoptée pour rendre cette pratique illégale. L'argument avancé est que ce n'est pas éthique de faire, entre guillemets, et qu'on risquerait par exemple de faire pression sur les proches pour qu'ils donnent leur sang. Et puis il y a aussi des directives européennes à l'intention des différents États membres sur les dons de sang qui encouragent bien entendu l'anonymat, la mise en œuvre de cette politique. Nous avons évidemment normalement encore une liberté nationale puisque, comme nous le savons, la santé est censée être une compétence des États membres, mais ça devient vraiment difficile. En Belgique, par exemple, je n'ai pas vu que ce soit formellement interdit, mais dans la pratique,
Voilà, il n'y a pas moyen. Donc ça va peut-être arriver en Suisse aussi, je n'en sais rien. Maintenant j'ai une question. Serait-il possible, par exemple, de le faire en Suisse dans une clinique privée? Puisque je sais qu'il y a beaucoup de cliniques privées en Suisse. Oui, il y en a beaucoup. C'était mon premier espoir, bien sûr. Et pas seulement en Suisse. J'ai même cherché partout, comme à Saint-Marin ou en Andorre. Tous ces petits États, mais nulle part. Il y avait une clinique en Suisse il y a environ 2 ans. Ils ont dit oui, bien sûr, parce que j'avais écrit à toutes les cliniques en Suisse et en Allemagne entre autres. Et ils n'étaient pas du tout intéressés. Il y en avait qui disaient oui, bien sûr, vous pouvez choisir ici. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une petite clinique de montagne qui ne pratiquait pas d'opération chirurgicale. Et quelques mois plus tard, peut-être 6 mois plus tard, j'ai reçu un mail du directeur qui disait « Oh, désolé, nous ne pouvons plus le faire non plus. Je ne trouve plus de médecins qui veulent faire ça. Cela signifie donc qu'ils sont vraiment endoctrinés partout. La situation est donc toujours la même. » Au fait, vous m'avez pris au dépourvu en me disant que c'était interdit en France. Ce serait tout à fait nouveau pour moi, car j'ai fait des recherches dans le monde entier et je n'ai trouvé qu'un seul pays où j'ai vu de mes propres yeux une loi qui interdit, et c'est à Dubaï. À Dubaï, nous voulions en fait créer notre premier centre de transfusion sanguine, si vous voulez une banque de sang, parce qu'ils disent « oui, allons-y, faisons-le », parce qu'ils ont assez d'argent et tout le reste. Mais c'était interdit, ils l'ont découvert. Et en France, oui, j'ai vu toutes ces recommandations. Et l'argument est exactement celui qu'ils avancent, à savoir que cela met la pression sur les proches. Mais si vous avez cette loi par écrit, envoyez-la moi. Ce serait une grande surprise pour moi. Oui, oui, absolument, je le ferai. Nous l'inclurons dans les notes de la vidéo. Merci. J'ai appris quelque chose à ce sujet. C'est incroyable. Merci beaucoup. Ce n'est pas ce que j'aimerais apprendre, honnêtement. Mais honnêtement, cela n'a pas vraiment d'importance, car comme nous l'avons dit, dans la plupart des endroits, ce n'est pas interdit. Mais cela reste impossible car les hôpitaux refusent tout simplement de participer. Et c'est ce qu'ils ont récemment commencé à faire, c'est dire « D'accord, oui, nous pouvons le faire, mais vous devez vous rendre à la Croix-Rouge, au centre de transfusion sanguine pour faire votre don. » Et ils savent pertinemment que la Croix-Rouge refusera, car elle refuse toujours. Ce sont les premiers à qui j'ai parlé. Ils ne sont pas intéressés par cette question. Et bien sûr, pour eux, nous sommes l'ennemi. C'est assez clair. Donc, comme avant, c'est en Italie que nous avons le plus de succès. Et nous le faisons parce qu'en Italie, ils ont peur des poursuites judiciaires. Et ce que nous faisons quand quelqu'un entre à l'hôpital, c'est qu'ils font quelques analyses de sang, comme les dédimères et quelques autres choses. Et puis ils disent « Oui, d'accord, voici mes analyses sanguines. Maintenant, quand je quitte la clinique et que cela devrait être différent, et cela devrait être différent parce que j'ai reçu une transfusion sanguine, je vais vous poursuivre en justice, vous, le médecin, l'infirmière, l'hôpital, tout le monde. » Et cela fonctionne en Italie. Ce n'est pas facile non plus. Je veux dire, vous ne voulez pas commencer à vous disputer avec la clinique lorsque vous subissez une opération chirurgicale. Mais c'est possible. Plusieurs de nos membres ont finalement réussi à choisir le donneur. Parfois, il suffit de dire « Mon avocat vous contactera ». En Italie, en Suisse, ils se contentent de rire. En France, nous avons des avocats formidables de notre côté, du côté de la liberté de santé, car tout cela concerne la liberté de santé. Et ils perdent tout ce qu'ils devraient normalement gagner. Ils continuent à se battre, et quand on regarde ce qu'il se passe actuellement aux États-Unis, c'est fantastique, avec Kennedy qui fait avancer les choses. Il y a donc des options là-bas. Mais partout ailleurs, en Europe, il n'y a toujours pas beaucoup de solutions. À moins d'aller en Afrique, ce qui est le plus proche pour les pays du Sud. L'idéal est de se rendre aux États-Unis, car là-bas, nous faisons des transfusions sanguines tous les jours. D'accord. Reprenons les choses à partir de là. Que peut-on faire aux États-Unis, par exemple, et que fait votre organisation Safe Blood? Eh bien, si vous vous souvenez,
Vous nous dites que vous avez une opération prévue dans 2 semaines dans tel ou tel hôpital et directement sur le site web qui est saveblood.net, vous pouvez rechercher un donneur de sang. Vous indiquez votre groupe sanguin, puis vous indiquez où vous vous trouvez. Et hop, vous obtenez les résultats. Par exemple, si vous êtes en Belgique, vous voyez qu'il y a tant de donneurs de sang, de donneurs potentiels pour moi en Belgique. Et vous pouvez alors immédiatement les solliciter. Nous en réunissons 3 ou 4 pour vous. Nous les envoyons ensuite à l'hôpital. En Belgique, cela n'aurait aucun sens car on vous rirait au nez. Mais aux États-Unis, c'est ce que nous faisons. Donc un patient se rend à l'hôpital et dit « Oui, je veux le donneur ». Et nous l'aidons à tout organiser. Et même l'hôpital, de son propre chef, invite les donneurs à venir donner leur sang. Donc, en général, ils examinent bien le sang, ils font tous les tests habituels. Et si vous ne trouvez pas d'hôpital, ou si votre hôpital refuse, il en existe d'autres qui ne refusent pas. Vous pouvez choisir parmi tous les grands hôpitaux des grandes villes américaines. Nous avons donc, disons, 3 ou 4 donneurs de sang prêts à donner leur sang, et les poches de sang sont prêtes. Et ce qui est bien, c'est que dans la plupart des cas, nous n'avons finalement même pas eu besoin du sang. Car en même temps, lorsque nous disons que nous rendons une transfusion possible, nous essayons toujours d'éviter la transfusion en premier lieu, car c'est ma principale préoccupation. Je ne suis pas vraiment fan des transfusions sanguines. Dans certaines situations, elles sont nécessaires et peuvent effectivement sauver des vies. Mais dans d'autres situations, elles peuvent coûter plus de vies qu'elles n'en sauvent. La meilleure transfusion est donc une transfusion qui n'a pas lieu du tout. C'est pourquoi, lorsque nous faisons ces consultations, nous suggérons toujours à nos membres et à tous les patients d'insister pour qu'on leur fasse une autotransfusion. Lorsque vous avez une autotransfusion programmée, beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que c'est. Même avec ma formation médicale, je ne le savais pas il y a encore 5 ans, car cela ne m'intéressait pas. Pendant l'opération, vous perdez du sang, et il existe un équipement qui recueille ce sang, le nettoie et le réinjecte dans votre circulation sanguine. C'est donc votre propre sang qui vous est réinjecté. Cela fonctionne dans environ 80% des cas pour tous les types d'opérations chirurgicales. Il y en a certaines où cela ne fonctionne pas, mais dans la plupart des cas, cela fonctionne. Le problème, c'est qu'à l'hôpital, personne ne vous en parle, personne ne vient vous parler de votre corps. Vous demandez si vous souhaitez une autotransfusion. Nous avons votre sang prêt, n'est-ce pas ? Mais si vous êtes au courant de cela, et c'est pourquoi je recommande toujours de consulter notre site web, vous y trouverez de nombreuses informations. Et savoir, c'est pouvoir. Donc si vous êtes au courant, vous allez voir le chirurgien et vous lui dites « Au fait, je suppose que lorsque vous remplacerez ma hanche, vous effectuerez bien sûr une autotransfusion, n'est-ce pas ? C'est la norme dans votre hôpital, n'est-ce pas ? » Et il vous répondra « Oh non, ce n'est pas le cas. Mais oui, bien sûr, nous pouvons le faire pour vous. » C'est fait. D'un autre côté, si vous parlez au chirurgien et que vous lui dites « Vous savez, j'ai peur des vaccins », il vous traitera comme un idiot. C'est comme cela, et j'ai moi-même vécu cette expérience récente. Je viens de subir une opération. Et cela dépend vraiment beaucoup de la façon dont vous parlez à ces gens. J'avais 2 jeunes médecins, l'un du Danemark, l'autre d'Allemagne, et je pouvais leur parler très facilement. Je leur ai dit que je ne voulais pas de transfusion sanguine provenant d'une personne inconnue pour des raisons personnelles. C'était hors de question. Ils ont répondu « Oui, bien sûr, faisons cela ». Mais ils m'ont également dit que pour une opération du poignet, je n'avais pas besoin de sang du tout. Je n'ai donc pas vraiment fait d'histoire, car il était clair que je n'en aurais pas besoin. Mais s'il s'agit d'une intervention plus importante, vous pourriez dire « j'aimerais bien » et ils pourraient vous répondre que l'autotransfusion coûte un peu plus cher. Et les anesthésistes n'aiment pas vraiment le faire. Ils en ont une plus grande responsabilité et ils gagnent un peu moins d'argent qu'avec la poche de sang. Il y a donc de bonnes raisons de ne pas le faire, mais vous insistez pour que cela soit fait et cela sera fait. Actuellement, les autotransfusions sont donc possibles dans la plupart des hôpitaux ou est-ce que c'est plutôt vraiment une exception? Donc en Suisse, par exemple, est-ce que la plupart des cantons ont un hôpital qui le permet? Absolument.
Je dirais que dans le monde entier, tous les hôpitaux dignes de ce nom disposent du matériel nécessaire et du personnel formé pour le faire. Mais ils n'aiment tout simplement pas le faire. Mhm. Mais on n'en entend jamais parler. Pourquoi ça? Comment est-ce que ça a été mis en place en fait? En fait, après la Première Guerre mondiale, même en Suisse, la Croix-Rouge était considérée comme la seule organisation chargée des transfusions sanguines. Au début du XXe siècle, la science était au point. Oui, on pouvait donner son sang, etc. Ils étaient donc très attachés à cette pratique. Plus tard, les risques ont été mieux connus. Il était également clair qu'il ne fallait pas le faire si ce n'était pas nécessaire. Mais c'est devenu une activité très lucrative. Honnêtement, ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Et il y a, par exemple, la Suisse où seule la Croix-Rouge peut s'occuper du sang. Et c'est inscrit dans la Constitution, ce qui est horrible. Il n'y a donc aucun moyen de faire cela rapidement en Suisse. Dans d'autres pays, nous avons des options. En Allemagne, par exemple, nous avons de grandes chaînes de laboratoires qui pourraient également le faire. Mais elles ne le veulent pas. Je leur ai toutes parlé. Elles avaient tellement peur, surtout en Allemagne, parce que le gouvernement et tout le monde s'opposaient à tout ce qui allait à l'encontre du discours Covid. C'était horrible, et ça l'est toujours, comme nous le savons bien sûr. Oui, c'est assez fascinant parce que normalement, il devrait y avoir moins de risques sans l'apport d'un sang étranger, donc moins de procédures, moins de prélèvements sanguins, moins de demandes de sang, de contrôle, etc. Donc, c'est évident, la procédure est un peu plus difficile à réaliser pour la transfusion. Donc, les personnes qui sont réellement responsables n'aiment tout simplement pas trop ça. Et peut-être parce que pendant de nombreuses années, ils ne l'ont pas vraiment fait souvent. Mais j'espère que cela va changer. Au fait, l'autotransfusion porte différents noms selon les pays. En Amérique, on parle de cell saver. C'est la même chose. En France, je crois que l'autotransfusion est appelée don autologue, c'est-à-dire quand on donne son sang, mais c'est différent. Oui, je connais la différence. Mais nous en parlons. Et si vous allez sur le site internet saveblood.net, dans la FAQ, tapez autotransfusion et vous trouverez une très bonne description de ce dont il s'agit. Avant d'en parler à votre médecin, assurez-vous de lire cela afin d'avoir toutes les informations nécessaires. Oui, j'ai une autre question. Vous parliez d'action en justice. Savez-vous s'il y a des procédures en cours? Et le second volet de ma question concerne les études ou les données sur ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, où en sommes-nous de ce côté-là? Au début, nous n'avions vraiment pas beaucoup de connaissances. Nous avions quelques très bons scientifiques, comme le professeur Bagdi ou le professeur Hawkers. Ce sont eux qui se sont vraiment impliqués dans tout cela dès le début. Et ils nous ont mis en garde dès le premier jour. Ils ont dit que cela allait être vraiment grave. Mais nous n'avions pas encore de données. Nous avons ensuite collecté beaucoup de données, principalement des études de cas, qui montraient clairement ce qu'il se passait. Entre-temps, nous disposons en fait de nombreuses études qui montrent que les vaccins ARNM sont au moins potentiellement très dangereux. Beaucoup plus de personnes meurent aujourd'hui qu'elles ne mouraient pendant la Covid, à cause des effets à long terme de ces soi-disant vaccins. Mais nous avons des études et elles sont également disponibles sur notre site web. Si vous regardez sous les liens, il y en a un qui s'appelle Études et vous y trouverez toutes ces études. Donc, si vous parlez à vos amis ou à vos proches qui pensent que vous êtes un peu bizarre parce que vous êtes préoccupé par le fait de participer à l'essai mondial sur l'ARNM, ils ne le savent pas parce que c'est toujours le cas avec tous les médias grand public. Je suis très heureux que nous ayons utilisé cela et que les gens laissent d'autres voix s'exprimer également. C'est malheureusement ainsi, les gens ne sont pas vraiment au courant. Et comme vous l'avez dit au départ, les gens pensent que c'est fini, n'est-ce pas ? Et ils ne veulent plus en entendre parler. Ils en ont assez et veulent qu'on les laisse tranquilles jusqu'à ce qu'ils doivent aller à l'hôpital et que soudain, oups, ça commence.
Oui, ça c'est encore une autre question. Nous sommes en 2025, donc la plupart des gens ne prennent plus de rappel du vaccin. C'est un peu fini. Par rapport à il y a 2 ans où là, la plupart des gens avaient encore, on va dire, des doses dans le sang, on va vous répondre que bah, finalement, le risque est faible parce que peu de gens se font encore vacciner contre le Covid. Donc, est-ce qu'il y a quand même encore un risque? Si oui, quel type de risque? Et est-ce qu'on peut aussi tester le sang? Oui, le risque augmente malheureusement à chaque injection. Nous connaissons des personnes qui ont reçu 1 ou 2 doses et qui se portent plutôt bien jusqu'à présent. D'accord, cela ne fait que 5 ans, comme le dit le professeur Bagdi. Le vrai problème commence après 5 ans. Mais nous observons la situation de près. Mais cela dépend. Plus vous en recevez, plus vous avez de risques d'avoir une charge toxique, comme c'était le cas pour le vaccin Pfizer par exemple. Ils avaient différents lots et certains ne contenaient que du placebo. Pfizer l'a admis, d'autres contenaient autre chose, quelque chose qui n'était pas si dangereux. Mais si vous en recevez 5, le risque d'en recevoir un mauvais est très élevé. Et cela s'additionne donc, plus vous en recevez, plus c'est dangereux. Et oui, bien sûr, nous recherchions un test depuis le début de Safe Blood. Nous voulions savoir comment nous assurer que nos membres, par exemple, ne sont pas vaccinés. Parce que lorsque vous devenez membre, nous vous demandons qui vous êtes. Vous devez même télécharger une pièce d'identité. Nous voulons vraiment savoir que vous êtes une personne réelle. Mais nous vous croyons simplement parce que vous dites que vous n'êtes pas vacciné. D'accord, nous vous croyons. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Nous n'avons jamais eu de problème avec cela, mais il n'y avait aucun moyen de le prouver. Entre-temps, il existe plusieurs méthodes, principalement dans des laboratoires allemands, qui se concentrent sur la protéine spike. Ils testent simplement la protéine spike, qui est un indicateur. Pour moi, ce n'est pas l'indicateur le plus important ou le plus intéressant. Je m'intéresse davantage à la présence ou non d'ARNM dans mon corps. La protéine spike peut être présente pour différentes raisons, aller et venir. Il y a des problèmes pour certaines personnes, c'est certain, mais ce sont plutôt les symptômes, ce n'est pas la cause. Et en tant que naturopathe, je m'intéresse toujours à la cause. C'est pourquoi j'ai été très heureux, il y a 1 an, de trouver le docteur Nathan Petersburg, aux États-Unis, qui a mis au point une analyse des résidus du Covid-19 et des résidus de vaccins. Il ne s'agit pas d'une analyse biochimique occidentale en laboratoire, mais d'une analyse électrique. C'est une physique basée sur la physique quantique qui est très simple. C'est un test de résonance, si vous voulez. Donc, si vous comprenez que tout le monde a une fréquence, ce que vous pouvez comprendre, cette personne ou cette chose, peu importe ce que c'est, une pierre, vous pouvez la reconnaître grâce à sa fréquence. Et si vous le savez, vous pouvez alors relativement facilement détecter, par exemple, un vaccin Pfizer dans une goutte de sang d'une personne. C'est ainsi que fonctionne cette analyse. Ok, je vous interromps pour être sûr de bien comprendre. En gros, il existe une sorte de fréquence spécifique au vaccin Pfizer. Oui, à tout en fait. À votre nez, à tout ce que vous voulez. Certaines fréquences sont donc faciles à reconnaître. Nous parlons de son, n'est-ce pas? Nous savons que 440 Hz correspond au La, n'est-ce pas? Et tout a une fréquence, et plus un être est simple, plus la fréquence est simple. En tant qu'être humain, nous avons une fréquence très large. Nous ne sommes pas faciles à mesurer, mais disons que les très petits êtres comme les virus, les bactéries ont une seule fréquence. Donc, si vous avez le programme correspondant sur votre ordinateur, vous pouvez voir en tenant 2 électrodes dans votre main si vous avez un certain type de virus et répondre à d'autres questions similaires, en mesurant ce qui se passe dans votre corps. Avez-vous par exemple le virus dit Covid-19, dont on n'est pas certain qu'il ait été isolé? Mais il y en a d'autres, comme le virus VIH. Lorsque j'avais mon cabinet dans les années 80 et 90, il était très facile de le détecter et il était également facile de le traiter.
Et nous en arrivions à la question suivante, plus importante. Si vous pouvez le diagnostiquer, pouvez-vous le traiter? Et ce qui est amusant, c'est que si vous utilisez des méthodes électromagnétiques comme la biorésonance et d'autres techniques similaires, des générateurs de fréquences, vous pouvez établir un diagnostic. Vous pouvez voir ce qui est présent. Et s'il y a quelque chose qui ne devrait pas être dans votre corps, vous pouvez utiliser le même générateur de fréquences pour le traiter. Et il est relativement facile de se débarrasser de certaines choses. Il y a des choses qui sont très difficiles, très compliquées. Ce n'est jamais aussi simple, mais en théorie, c'est extrêmement facile. Que vous utilisiez un générateur de fréquences ou par exemple l'homéopathie, comme le fait le docteur Nathan Petersburg, qui est homéopathe, il a mis au point un remède basé sur la goutte de sang que vous envoyez au laboratoire aux États-Unis. Il va fabriquer un remède pour cela et il appelle la réinitialisation génétique. Et c'est aussi passionnant que cela en a l'air, car il ne s'agit pas seulement d'une détoxification de la protéine Spike. Tout cela va de pair. Mais en fait, c'est un peu comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de votre ADN. Il a donc d'abord effectué l'analyse, puis nous avons commencé à tester, à travailler et à agir. Et il a mis au point les remèdes. Il a mené une étude il y a quelques mois qui vient d'être publiée. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'analyse était très fiable, mais nous avons vraiment pu voir ce qu'il se passait. Mais aussi que le remède qu'il a créé pour le traiter est extrêmement fiable, car près de 100% des personnes qui ont été traitées avec ce remède ont refait la même analyse 3 mois plus tard. Et les résultats apparaissent en vert, ce qui signifie que tout va bien, ou en jaune. Tout le monde est passé du jaune au vert. C'est bien plus que ce que j'aurais pu espérer. Et nous le remettrons dans quelques jours sur le site web, car nous avions déjà l'analyse sur le site web. Nous l'avons retirée pendant la durée de l'étude. Et maintenant, c'est terminé. Heureusement, elle sera donc bientôt à nouveau disponible. Oui, je vais jouer l'avocat du diable ici, justement parce que je trouve que c'est très intéressant. Donc, nous avons des nouvelles maladies induites par des nouvelles technologies. Il est également normal, finalement, qu'on trouve des nouvelles solutions pour les traiter. Surtout si, par exemple, je me souviens bien, nous avons certains types de nanoparticules lipidiques qui sont ionisées, donc qui pourraient peut-être avoir une influence sur l'état cellulaire, au niveau de l'électricité qui parcourt notre corps. Nous ne savons donc pas évidemment exactement quel en est l'impact, mais c'est intéressant. Alors ma question est la suivante. Vous dites évaluer, prendre des mesures chez ces patients, mais évidemment vous utilisez votre propre système de référence. Alors, est-ce que vous avez aussi d'autres résultats, donc par exemple des études de cas, un peu classiques, ou vous pouvez utiliser par exemple des biomarqueurs qui pourraient attester de l'amélioration des patients, donc de manière en fait à avoir aussi une évaluation plus classique des résultats. Oui, malheureusement, il n'existe pas de test de laboratoire classique permettant de confirmer les résultats de cette analyse. Mais bien sûr, nous avons des symptômes et d'autres éléments. Mais vous devez comprendre qu'en termes de symptômes, si vous connaissez un peu l'homéopathie, par exemple, vous savez que lorsque vous prenez des remèdes homéopathiques, les symptômes peuvent même s'intensifier au début. Avant cela, ils disparaissent en fait. Donc oui, nous avons le docteur Petersburg, il a réalisé des études de cas, disons comme celle-ci. Et il regarde bien sûr, il regarde sur le papier, mais il est avant tout naturopathe. Et il sait que chaque être humain est différent d'un autre. Tout le monde réagit différemment. Il ne dit même pas que son analyse est la bonne pour tout le monde, car il n'y a pas de solution unique en médecine. Ce n'est pas le cas, mais c'est un scientifique très sérieux. Il n'aime pas jouer.
mais il veut trouver des solutions et aider les gens. Donc oui, il regarde les résultats de l'analyse, bien sûr, mais il regarde aussi la personne. C'est pour cette raison que nous écrivons sur le site web « Nous recommandons toujours d'être accompagné d'un naturopathe, quoi que l'on fasse, car vous êtes une personne spécifique. Donc, nous devons voir si certains symptômes deviennent trop forts pour vous. Le naturopathe qui vous accompagne s'occupera peut-être d'abord des symptômes. Mais évidemment, ce que j'ai encore du mal à comprendre, Nathan m'a dit que oui, après 3 mois, je pense qu'ils ont eu 1 ou 2, ils étaient... Mais après cela, tout le monde allait bien. Bien sûr, si quelqu'un a une jambe en moins, vous pouvez utiliser autant de fréquences que vous le souhaitez. Mais ce qui est bien, et vous devez vraiment vous concentrer sur cela, c'est qu'avec les thérapies par fréquence, nous avons l'attitude de travailler au niveau biochimique. Toute la médecine occidentale fonctionne au niveau biochimique. Nous avons donc l'habitude de traiter principalement les symptômes. Les chirurgiens pratiquent des opérations et autres, et ils sont fantastiques dans ce domaine. Mais si vous trouvez un moyen de traiter au niveau le plus élevé, et le niveau le plus élevé dans le corps humain est électrique, tout, le système nerveux, tout fonctionne à l'électricité. Donc si vous travaillez au niveau des fréquences, c'est le centre de commande. C'est donc beaucoup plus logique. Et si vous travaillez sur le centre de commande, c'est pourquoi ils appellent cela la réinitialisation génétique, car vous pouvez vraiment aller vers les fréquences telles qu'elles sont censées être. Vous pouvez revenir aux fréquences normales. Je sais que cela peut sembler un peu magique, et si je n'avais pas une vaste expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la biorésonance et des thérapies par fréquence, je trouverais cela probablement un peu étrange. Mais ce n'est pas le cas, c'est de la physique. Nous sommes habitués à considérer nos médecins comme des dieux qui décident ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Mais les physiciens, eux, savent exactement de quoi ils parlent. Ils regardent le monde sous un angle différent et ils ont peut-être autant raison que les médecins. Et idéalement, nous avons à notre disposition toutes ces sciences, y compris bien sûr la naturopathie. Nous pouvons aider beaucoup de gens et il est évident que le docteur Peter Bourg a déjà aidé beaucoup de gens. Et c'est pour moi la chose la plus importante. Nous voulons donner de l'espoir aux gens, n'est-ce pas? Car certaines personnes ont été vaccinées ou ont contracté la maladie. Et ce dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui est également très important, c'est qu'elles peuvent être affectées par la transmission. L'époque où il suffisait de se faire vacciner pour être protégé et où personne d'autre n'était affecté est malheureusement révolue. Nous disposons désormais de nombreuses données qui montrent que ces quantités d'ARNM peuvent également être présentes par un mécanisme de transmission. La transfusion sanguine est un mode de transmission. Mais nous savons malheureusement qu'il en existe plusieurs autres. Et ce qui mériterait peut-être un autre entretien, mais nous savons que c'est un fait. Et entre-temps, nous avons également des études qui le prouvent. Cela signifie que personne ne peut dire « je ne suis pas vacciné, je vais bien », n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il y a des gens qui ont un partenaire et puis qui est vacciné et puis qui présentent soudainement des symptômes. Je suppose que vous faites aussi, par exemple, référence au mode de transmission par les rapports sexuels. Plusieurs, oui. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure avec ce traitement par fréquence, supposons que quelqu'un n'ait pas le choix et doive subir une transfusion avec du sang inconnu. Comment pourrait-il mettre cela en pratique? Comment peut-il s'assurer d'avoir le moins de conséquences possibles ou de pouvoir traiter les symptômes éventuels? Donc, est-ce que les gens suivent un traitement avant, pendant, après? Avant, cela ne fonctionne pas vraiment, malheureusement. La seule chose qui fonctionne avant, c'est une attitude positive face à la vie. Je veux dire, c'est la chose la plus importante parce que si vous êtes une personne positive, et c'est probablement aussi l'un des secrets, certaines personnes ne sont même pas affectées par les vaccins parce qu'elles sont fortes. Elles sont vraiment fortes, elles ont une attitude positive. Et vous pouvez également expliquer cela d'un point de vue biochimique, en fait, car chaque pensée, chaque sentiment provoque une réaction biochimique qui a une influence sur le niveau d'acidité dans notre corps.
Et nous savons que tout type d'éléments extérieurs, virus, bactéries, etc., s'ils pénètrent dans votre corps et que vous avez un niveau d'acidité élevé, plus élevé que vous ne le voudriez, ils adorent ça. Ils adorent rester avec vous. Ils ne partiront pas. Mais si votre taux d'acidité est faible, si vous avez un taux d'alcalinité élevé, ils vont et viennent. Vous toussez et ils disparaissent. C'est tout. Donc, je dirais que si nous parlons de prévention, oui. Assurez-vous d'avoir un bon système immunitaire. Pensez positif et tout ira bien. Sinon, alors oui. D'accord. Même si, comme je l'ai dit, je ne suis pas une personne très prudente. Je ferai des transfusions sanguines si je devais en faire. Et malheureusement, je reçois tous les jours des courriels de personnes qui n'ont finalement pas pu l'éviter et qui l'ont attrapé. Alors je dis, oui, d'accord. Faites toutes ces analyses. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par faire simplement les tests de détection de la spike qui sont relativement peu coûteux et sont pratiqués en Allemagne et partout ailleurs. Et si vous n'avez aucun problème avec la spike, alors ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez eu de la chance, n'est-ce pas? Mais si vous constatez ensuite, que ce soit en faisant l'analyse Covid-19 du docteur Petersburg ou si vous faites d'autres tests de laboratoire, que quelque chose vous inquiète, alors suivez un traitement. Nous proposons également sur notre site web plusieurs protocoles de traitement élaborés par de grands scientifiques, tels que le docteur McCullough, pour n'en citer qu'un. Ces traitements sont souvent très compliqués à mettre en œuvre. C'est une chose assez importante et compliquée. C'est pourquoi j'apprécie tant le traitement génétique du docteur Petersburg, car il s'agit d'un traitement homéopathique. Il suffit de prendre 2 gouttes 2 fois par jour, c'est tout. Et comment cela fonctionne-t-il? Honnêtement, je n'ai jamais été très proche de l'homéopathie, car, comme tout le monde le sait, dans un remède homéopathique, il n'y a rien, n'est-ce pas? Il n'y a aucune substance. Oui, c'est de l'information, oui. Exactement. Et si vous savez qu'il y a une information à l'intérieur qui peut être retracée, alors il y a une information. Qu'est-ce que l'information? C'est la fréquence de la substance réelle. Et c'est pourquoi cela m'a ouvert la voie. Oui, bien sûr, un remède homéopathique devrait aussi bien fonctionner. Mais nous avons eu des problèmes. Le docteur Petersburg a essayé d'expédier certains de ces remèdes en Allemagne, par exemple dans l'Union européenne. Ils ont été confisqués à la douane. Ils les ont jetés. Nous avons donc décidé d'essayer de numériser ces remèdes homéopathiques, et cela est possible car il s'agit également de fréquences. Par exemple, certains petits appareils portables de biorésonance fonctionnent avec les mêmes fréquences. Il est donc possible de numériser les informations contenues dans le remède et de les enregistrer sur une puce. Cela semble un peu voodoo, je vous l'accorde. Mais c'est possible, car vous l'avez dans un appareil de biorésonance ou sur une puce. Et c'est la même chose que si vous buviez le remède, le même effet. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que vous essayez toujours de trouver une autre solution. Cela ne s'arrête jamais. Voilà, si on le bloque à la frontière, on trouve autre chose. Face à tant d'obstacles depuis 5 ans, avec tout ce que nous avons repoussé partout, si j'avais abandonné, j'aurais abandonné dès la première année. Et c'est ce qui nous unit, Nathan Petersburg et moi, car nous pensons exactement la même chose. Il y a un problème, nous trouvons une solution et nous voulons aider les gens sans être remplis de peur à traverser la vie et à se débarrasser de ces déchets qu'ils ont malheureusement accumulés avec les soi-disant vaccins ARNM. Bon, je pense que ce sera ma dernière question. Quelle est la suite de tout cela? Quelles actions souhaitez-vous encore mener? Et puis comment voyez-vous l'évolution générale de la situation? Comme je l'ai dit, quand je regarde les États-Unis, je suis plutôt optimiste, car ils veulent rendre l'Amérique à nouveau saine. Ils veulent vraiment y arriver. Pas tous, malheureusement. Pour être honnête, je suis toujours surpris que Kennedy soit encore en vie, car il s'oppose à tout le monde dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Donc oui, il y a des raisons d'être optimiste. De notre côté, je dois vous dire que si l'on regarde les vaccins eux-mêmes, l'ARNM n'est qu'un début.
Nous avons maintenant le SNRA, qui est l'ARNM autoréplicatif, si vous voulez, qui est actuellement déployé. Il s'agit donc d'un nouveau niveau de transmission. Ils sont conçus pour s'auto-répliquer. Et cela, si j'étais une personne craintive, je dirais que maintenant, la situation empire, vraiment. Je ne sais pas quoi faire. Mais comme ces dernières années, nous avons constaté un problème, nous avons trouvé une solution. Et heureusement, de nombreux scientifiques excellents, qui en savent beaucoup plus que moi, sont de notre côté et travaillent déjà dessus. Par exemple, nous avons le docteur Malone aux États-Unis et le docteur Hawkerts en Europe. Ils ont été les premiers à s'intéresser à l'ARNM. Ils ont créé tout ce concept, ils ont travaillé dessus, puis ils ont finalement déclaré que c'était trop dangereux et que nous avions besoin que les mêmes scientifiques trouvent des solutions pour passer à l'étape suivante. Merci beaucoup pour cette interview. Les gens peuvent vous suivre sur votre site internet. Alors c'est saveblood.net ou .com ou les deux? Saveblood.net est international. Saveblood.com est réservé aux États-Unis. Si vous vivez aux États-Unis et que vous entendez cela, rendez-vous sur saveblood.com. Si vous vivez ailleurs dans le monde, et nous sommes actuellement présents dans plus de 50 pays, utilisez saveblood.net ou le nom de domaine national .fr pour la France ou tout autre domaine. Nous les avons tous. Mais dans l'idéal, utilisez simplement .net et vous y arriverez. Et oui, pour conclure, bien sûr, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts, car nous avons besoin d'une voix. Je me rappelle que lorsque j'ai écrit au premier hôpital, ils ont ri, n'est-ce pas ? Qui sont-ils ? Save Blood, jamais entendu parler. Entre-temps, ils en ont entendu parler et nous avons besoin de membres. Nous aimerions que vous vous inscriviez et que vous fassiez partie de la résistance et que vous vous engagiez activement pour la liberté en matière de santé. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour nos enfants, en fait. Donc, si vous vous joignez à nous, nous en serions très heureux. Tout est sur le site web. Il y a beaucoup d'informations. Vous n'en aurez pas fini en 5 minutes. Si vous avez une demi-heure devant vous, parcourez-le. Je serai très heureux de répondre à vos questions. Consultez le FAQ et si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, envoyez-moi un mail. Merci beaucoup, Georg. J'espère que nous pourrons faire une autre interview lorsque nous aurons des nouvelles encore plus positives. Dans 10 ans, espérons-le, n'est-ce pas ? Dans 10 ans, espérons-le, nous n'aurons plus à parler de cela. Merci beaucoup, Santa, car sans des personnes comme vous, le message ne passerait pas. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.